Alors, le rapport Mueller déposé, pétard mouillé, c'est maintenant au président de contre-attaquer et l'histoire ne sera pas tendre avec les co-conspirateurs, ceux qui, médias inclus, ont utilisé le stratagème de la collusion avec la Russie pour tenter de destituer un président démocratiquement élu. Les explications dans cette capsule. Alors, la crédibilité des médias qui en prend pour son rhume depuis le dépôt du rapport Mueller, la cote d'écoute de certaines émissions fond comme neige au soleil. Il y a des émissions comme celle de Rachel Maddow qui ont perdu jusqu'à 50% de leur cote d'écoute depuis le dépôt du rapport Mueller. Les Américains se rendent compte qu'ils se sont fait passer un sapin par les médias depuis 2 ans avec cette histoire de collusion. Les médias qui ont le beau jeu, qui disent regardez à la page 23, à la page 86, Mueller confirme certaines des choses qu'on vous disait, etc. Le fait est qu'ils ont perdu l'initiative et que c'est maintenant au président de contre-attaquer. Et c'est ce qu'il fait. Il s'est présenté en entrevue téléphonique à Sean Hannity en affirmant que c'était bel et bien vrai qu'il avait été placé sous écoute électronique. Il faut dire que le président a accès aux banques de données de la NSA. Il peut le confirmer. Il n'affirmerait pas une telle chose sans avoir les preuves tangibles. Et il dit que les gens vont devoir payer. Alors, c'est la première fois qu'on entend le président dire ça à heure de grande écoute, que des gens vont devoir payer pour leurs crimes. C'est pas seulement le président qui dit ça, son ministre de la Justice, lui aussi, dit qu'il pense que la campagne de Donald Trump a été espionnée illégalement en 2016, notamment par l'administration Obama. Il y a plusieurs journalistes aussi qui se sont prononcés sur le sujet. Sarah Carter, qui a toujours les scoops, qui a toujours une information pertinente, dit qu'elle sait que c'est un fait que des mises en accusation vont être déposées d'ici quelques semaines contre les conspirateurs. Il y a le congressiste Devin Nunes qui a déjà référé plusieurs cas au département de la justice pour que le ministère de la Justice dépose des accusations contre un certain nombre de personnes. Il y a l'ancien juge DiGenova qui a nommé des noms. Il dit que ces gens-là vont être accusés, c'est presque certain. Plusieurs personnes se sont prononcées donc officiellement à heure de grande écoute en disant que les accusations allaient être déposées d'ici peu. Et on parle ici de l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, l'ancien directeur du FBI, James Comey, et l'ancien directeur du Director of National Intelligence, James Clapper. Donc les hauts échelons du renseignement aux États-Unis qui se sont ligués, les démocrates qui se sont ligués contre le président. On se rappellera aussi d'un tweet du président où est-ce qu'il il avait tweeté une image de tous ces gens-là en prison en disant trahison. Et tout ça n'est pas pour rien. Le président ne prendrait pas des risques comme ça sans avoir les preuves pour appuyer son initiative informationnelle. On va parler aussi notamment de collusion, de la réelle collusion entre les démocrates et la Russie et l'Ukraine. Alors, tout ça s'en vient, c'est sur le point d'être déposé, d'éclater au grand jour. Ce n'est plus seulement que ceux qui suivent QAnon qui parlent de mise en accusation et de vider réellement le marais. Tout ça apparaît maintenant à la télévision à heure de grande écoute. C'est le retour de Trump. Alors, il est intéressant d'analyser le travail des médias suite au dépôt du rapport Mueller, puisque les médias ont été les principaux protagonistes, les principaux acteurs dans cette tentative de destitution d'un président démocratiquement élu. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, la tentative de coup d'État contre le président Trump. Les médias qui ont, pendant 2 ans, participé volontairement à l'entreprise de l'État profond visant à destituer le président Trump en publiant des faux rapports sur son état de santé mentale, en publiant, en tentant de le délégitimer, en affirmant qu'il était un agent russe. Essentiellement, il le disait ouvertement. C'était peut-être pas évident quand on écoutait du côté québécois, mais aux États-Unis, c'était très clair. Le président était un agent russe. Il y avait des preuves, on les avait vues. C'était tangible. Mueller était sur le point de coincer le président, et c'est pour ça que le président se plaignait de l'enquête Mueller. C'est pas parce elle reposait sur aucun fondement tangible, c'est parce que Mueller était sur le point de l'attraper. Président Trump qui était un traître, un agent russe, etc. Alors, on nous a répété ça pendant 2 ans. Les gens y ont cru, dont Lise Ravary, qui s'en est plainte dans une chronique récente. Elle a dit CNN nous a essentiellement raconté des histoires, j'ai arrêté d'écouter CNN, et c'est Fox News qui avait en partie raison, parce que Fox News sont les seuls qui sont finalement allés au fond des choses dans cette histoire-là, qui allaient vérifier les informations. Alors que CNN, MSNBC publiaient essentiellement n'importe quoi, publiaient ce qu'on leur demandait de publier. Alors, ici au Québec, les experts ne se sont pas fait attendre. Pierre Martin, Loïc Tassé et même Normand Lester, ils sont allés d'attaques virulentes contre le président. On le juge toujours fou.
On dit en fait, on se fie en fait sur des oui-dire qui sont retranscrits dans le rapport hein, pour attaquer le président. Le rapport Mueller qui ressemble à cet effet exactement au livre de Bob Woodward, Fear, et au livre précédent de James Wolfe, Fire and Fury, hein, des livres Arago, des livres qui ne reposent, dont les allégations, dont les faits, les citations ne reposent que sur des sources secondaires. J'ai entendu dire qu'un tel avait dit ça, un tel a vu les notes d'une autre personne qui avait écrit ça sur le président, et donc sur aucune source directe. Dans les deux cas, Wolfe et Woodward, lorsqu'on leur a demandé de produire des sources primaires, ils ont été incapables de le faire, et c'est exactement ce qui se passe avec le rapport Mueller. Le rapport Mueller, en plus de répéter en fait essentiellement ce que, ce que Rod Rosenstein, le ministère de la Justice, a produit en conférence de presse depuis 2 ans, en février 2018, une conférence de presse de Rod Rosenstein qui accusait 13 cyberpirates russes, et la même chose à l'été 2018, encore une fois, 12 cyberpirates russes, téléchargement des courriels du Democratic National Congress, etc. Le rapport Mueller ne fait que reprendre en fait une grosse partie de ce qui était déjà connu de la part du département de la justice, et y ajoute certains oui-dire, exactement comme dans le cas de ces deux journalistes-là. Alors, j'ai expliqué dans des vidéos précédentes de quelle façon c'était une stratégie de Trump, hein, une stratégie de fuite contrôlée et qui permettent, en fait, qui ne porte jamais à conséquence sur le président, qui ne permettent pas, dans le cas des déclarations de Bannon contre le président, dans le cas du livre de Woodward, ce sont des oui-dire qui ne permettent pas d'embrayer avec une action politique sérieuse. Et ça permet de distraire les adversaires du président. J'ai expliqué ça dans le Trumpologie 101, 102 et 103. Maintenant, c'est ce qu'on retrouve dans le rapport Mueller. C'est ce qui me fait dire que le rapport Mueller a les empreintes digitales du président partout à l'intérieur du rapport. On utilise, Mueller a opéré exactement de la même façon qu'on a vu précédemment avec des actions désinformation mises de l'avant par la Maison-Blanche. Et les journalistes ont mordu. Maintenant, comme je l'ai expliqué, il y a Lise Ravary qui, elle, s'est rendu compte que les médias étaient allés trop loin. Et il y a par ailleurs le New York Times maintenant qui est sorti dans un article publié hier, tout récemment, et qui a fait son mea culpa sur le dossier Fusion GPS, dont j'ai parlé dans à peu près toutes mes vidéos sur les enquêtes, hein, le dossier frauduleux qui a été utilisé pour obtenir des mandats d'écoute électronique contre le président Trump. Le dossier qui reposait sur des fausses allégations, des allégations non vérifiées. Le FBI, le dossier qui avait été financé par la campagne d'Hillary Clinton, premièrement, et qui a été utilisé par la suite par le FBI pour obtenir des mandats d'écoute électronique, sans dire aux juges que le dossier n'était pas vérifié. Hein, donc, ils sont allés devant les tribunaux pour obtenir des mandats d'écoute électronique, sans dire aux juges l'origine du dossier, ni que les allégations n'étaient pas vérifiées. Et ils ont utilisé ce dossier donc pour espionner la campagne de Donald Trump, vous comprenez? Et par la suite, ce dossier, on apprend aussi du même souffle dans le rapport Mueller que c'est ce même dossier Fusion GPS qui a été utilisé par Rod Rosenstein pour donner son mandat à l'enquête Mueller. Alors, l'enquête Mueller qui ne repose sur rien, essentiellement, qui repose sur, qui a été qui a été déclenché initialement sur la base d'un dossier frauduleux. Il n'y avait pas de preuve de collusion avec la Russie initialement. Il est allé essentiellement à la pêche. Alors, j'en ai parlé dans plusieurs capsules. Voilà. Alors, c'est ce qui démontre que les journalistes n'ont pas fait leur travail. Le New York Times a commencé à s'excuser, à admettre que toute cette histoire de collusion avec la Russie ne reposait sur rien, sur le dossier Fusion GPS, alors qu'ici au Québec, nos experts parle plutôt de tentative de coup d'État contre le président. Hein. On parle de la façon dont il serait possible de le destituer. Alors, il y a une dichotomie incroyable entre ce qui est en train de se produire aux États-Unis, du côté médiatique, et ce qu'on continue à voir ici au Québec. Alors, un autre élément que j'ai trouvé intéressant dans le rapport Mueller, dont on a peu fait mention, ce sont ces sections caviardées, à l'entrée desquelles Mueller indique « ongoing investigations ». Alors, Mueller qui caviarde certaines sections de son rapport afin de ne pas nuire à des enquêtes en cours.
On se demande quelles sont ces enquêtes. Eh bien, on le sait, il y en a 2 enquêtes principales en cours, potentiellement 3 avec la Fondation Clinton. Il y a notamment celle de l'inspecteur général Michael Horowitz, qui enquête sur le département de la justice de Barack Obama et les hauts échelons du FBI, la tentative de destitution du président, de politisation de la police fédérale contre un président démocratiquement élu. Et l'autre, c'est l'enquête du coroner Hubert qui travaille sur l'État profond secrètement en Utah, en utilisant les ressources de la NSA. Voilà. Alors, ça nous rappelle un peu ce qu'on disait dans la capsule, l'affaire Mike Flynn. Mueller qui, à cause que Flynn avait bien collaboré à l'enquête, en vidant son sac sur l'État profond notamment, Mueller qui recommandait pas de prison pour Mike Flynn, puisqu'il collaborait à d'autres enquêtes. Et là, je disais dans cette vidéo-là, quelles sont ces autres enquêtes-là? C'est l'enquête de Horowitz et de Hubert. Alors, on voit que Mueller, dès le départ, ne travaille pas nécessairement contre le président. Il travaille en collaboration avec les enquêtes mises de l'avant par le président et son département de la justice contre l'État profond. Voilà. Alors, pour ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas énormément de nouvelles informations dans le rapport Mueller en ce qui concerne l'ingérence russe dans le processus politique américain. Robert Mueller, qui ne fait en fait qu'un copier-coller des conclusions du département de la justice sur l'ingérence russe. On nous parle de 12 cyberpirates russes qui se seraient impliqués dans le processus politique américain de 2014 à 2016. Ils auraient affecté les 2 camps. Ils auraient aussi apparemment volé les courriels de John Podesta dans le serveur du Democratic National Congress, les auraient remis à Wikileaks et Wikileaks les aurait divulgués durant la campagne pour faire mal à Hillary Clinton. Je rappelle que ces courriels-là, ce sont les courriels où on trouve toute cette histoire de Pizzagate, dont le général Mike Flynn a parlé durant la campagne dans certains de ses tweets. Alors, cependant, cette thèse du département de la justice est contredite. Elle est contredite notamment par le numéro 2 de la NSA, l'ancien numéro 2 de la NSA, William Binney, qui a affirmé que, premièrement, que la NSA n'était pas tout à fait confiante. Contrairement à la CIA et au FBI, la NSA n'était pas confiante que ce soit des pirates russes qui aient pirater les serveurs du Parti démocrate, mais deuxièmement ils ont analysé les vitesses de téléchargement des packages d'informations. Et William Binney a dit qu'une telle vitesse de téléchargement est impossible à travers les câbles outre-Atlantique, à travers, je veux dire, à longue distance. Une vitesse de téléchargement telle que celle qu'on a vue pour obtenir les informations du serveur du Parti démocrate n'a pu être produite que sur place avec une clé USB. Et William Binney, avec une équipe autour de lui, ont tenté de reproduire l'expérience. Ils ont été incapables d'obtenir des vitesses à longue distance. Ils n'ont été capables de reproduire des vitesses de téléchargement aussi rapides que sur place ou d'un serveur local. Alors, Mueller, cependant, qui n'a pas pris la peine d'interroger William Binney, le numéro 2 de la NSA, encryption. Il n'a pas pris la peine non plus d'aller interroger Julian Assange ou Kim.com qui a été probablement, qui affirmait avoir des informations et qui a annoncé avoir été l'intermédiaire entre la source au Parti démocrate et Julian Assange. Mueller n'a pas enquêté. Il y a aussi Vladimir Poutine qui a offert à Mueller de venir interroger les 12 agents, les 12 pirates, les 12 agents du GRU russe, et Mueller n'est pas allé enquêter. Donc Mueller on parle de l'enquête Mueller qui n'a pas fait enquête sur le fond des choses en ce qui concerne l'ingérence russe. Il n'a pas interrogé les pirates, il n'a pas interrogé Julian Assange, il n'a pas interrogé William Binney, il n'a pas interrogé Kim.com. Il n'a fait qu'un copier-coller des affirmations du département de la justice en ce qui concerne l'ingérence russe. Alors, quoi en penser? Alors, nul doute que toute cette machination de la collusion entre Donald Trump et la Russie va passer à l'histoire comme une des plus grandes opérations sous faux drapeau de l'histoire moderne des États-Unis, à placer aux côtés de l'incident du golfe du Tonkin qui a été utilisé pour justifier l'intervention américaine au Vietnam, à placer aux côtés du 11 septembre en termes de mensonges d'État. Les démocrates qui ont utilisé ici le principe de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire accuser Donald Trump de crimes dont ils étaient eux-mêmes coupables, notamment à travers les transactions entourant la firme Uranium One, la vente d'uranium à la Russie, la vente de secrets d'État aussi à partir du serveur privé d'Hillary Clinton. C'est pour ça qu'elle a détruit les courriels, parce que ces courriels-là démontrent qu'elle vendait des secrets d'État pour financer sa campagne à la présidence. Alors, c'est la raison pour laquelle les démocrates, l'État profond, devaient, à travers l'enquête Mueller,
porté un coup fatal au président. Mueller qui n'avait qu'un seul coup et qui ne devait pas manquer le président. C'était la dernière chance de l'État profond de s'en sortir, puisque Donald Trump était, depuis son arrivée à la présidence, en train de placer ses pions, en train de rouvrir les enquêtes, en train de signer des ordres exécutifs qui criminalisait un certain nombre de choses, qui prenait des mesures contre les trafiquants de personnes, qui réformait les tribunaux militaires afin d'y juger les civils, qui nommait son monde à la Cour suprême et dans les différentes cours fédérales. Donald Trump qui augmentait aussi la capacité de la prison de Guantanamo. L'État profond le voyait venir. La seule porte de sortie pour l'État profond, c'était l'enquête Mueller. Il ne devait pas manquer son coup. Cependant, avec le rapport Mueller, on s'est rendu compte que Mueller a refusé de tirer. Il a fait faux bond à tous ses co-conspirateurs, parce que Mueller lui aussi est impliqué dans cette histoire du Uranium One. L'État profond qui croyait Robert Mueller, de son côté, s'est rendu compte que l'homme n'a même pas tiré son coup de feu sur le président, de sorte que maintenant, le président a carte blanche. Et toutes les mesures qu'il a mises en place, les enquêtes qu'il a réouvertes depuis quelques mois, quelques années, sont sur le point d'aboutir. Il a nommé le coroner Hubert, à travers son ancien ministre de la Justice, Jeff Sessions, le coroner Hubert, qui enquête sur l'État profond, qui est la source probable de ces 80 quelques mille mises en accusation sous scellé. Il y a l'enquête aussi qui a été rouverte, qui a été continuée, réouverte, l'enquête de l'inspecteur général Michael Horowitz, qui enquête sur les agissements, la sédition, la trahison au sein du FBI et du département de la justice d'Obama, ça va remonter jusqu'à Obama, ainsi que les liens entre le FBI et les journalistes. Les journalistes aussi vont y passer. Alors, ces gens-là sont tous sur le point de déposer leurs enquêtes, leurs rapports. Il n'y a aucune possibilité que les enquêtes, les rapports du coroner Hubert et de l'enquêteur général Horowitz ne soient pas déposés. Il y a aussi Trump qui a dit qu'il allait déclassifier les mandats d'écoute électronique. Et dans les mandats d'écoute électronique, ils sont présents toutes les preuves de la trahison des conspirateurs, de ceux qui ont tenté de destituer le président à travers l'enquête Mueller. L'enquête Mueller, qui, comme on le sait, s'est appuyée sur le dossier Fusion GPS pour ouvrir l'enquête sur le président et afin de tirer la balle en argent sur Trump. Ce qui est paradoxal, c'est que en s'appuyant sur une source aussi peu fiable, si Mueller ne tirait pas, après ça, le président avait le beau jeu de tirer le tapis et de faire s'effondrer complètement tout le château de cartes en disant que toute l'opération Mueller était basée sur un dossier frauduleux et donc que toutes les conclusions ne sont pas justifiées, sont illégitimes, etc. Ainsi que toutes les mises en accusation contre le général Flynn, contre Michael Cohen, etc. Découlent de principes frauduleux, de principes non fondés, de justifications non fondées. Et donc, suite à ça, les pardons vont venir. Comprenez? Puisque l'enquête Mueller repose sur un dossier frauduleux, une tentative de destitution du président qui va être révélée lorsque le président va rendre public les mandats d'écoute électronique, tout ce qui a été produit par l'enquête Mueller devient nul et caduc à partir de ce moment-là. Voilà. Alors, le verre était dans la pomme au tout début de l'enquête Mueller, en s'appuyant, et ça a été le travail magistral de Rod Rosenstein, qui a fait reposer toute l'enquête sur une base non fondée, non juridique. Donc, une base qui permettrait éventuellement au président de tirer la plug, comme on dit, à l'enquête Mueller et faire s'effondrer toutes les conclusions. Voilà. Alors, il ne reste plus rien. On est sur le point de voir toutes les conclusions de l'enquête Mueller disparaître et ce qu'il va rester, ce sont les mandats d'écoute électronique, l'enquête de l'inspecteur général Horowitz, Michael Horowitz, et l'enquête Hubert. Voilà, les tribunaux militaires, Guantanamo et tout ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le retour de Trump, la contre-attaque de Trump, et comme j'ai dit dans une vidéo précédente, ça va faire mal.